Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre petit calendrier de l'Avent et nous sommes arrivés le 9 décembre, normalement, si tout va bien et si nous avons survécu à la tempête qui s'abat sur la Bretagne aujourd'hui et sur la France. Et nous allons ouvrir notre petite fenêtre du 9 décembre avec Christelle, à qui je fais un bisou d'ailleurs. Christelle, on se connaît bien, hein, c'est pour ça que je te fais un bisou, parce que tu es venue me voir à Bayeux, et puis tu es aussi venue à Brocéliande, alors du coup j'ai le droit de te faire un bisou. Tu m'as posé une question, enfin tu m'as posé toute une série de questions en me mettant « j'espère que je vais pas paraître gourde ». Ben, tu ne vas pas paraître gourde, il n'y a pas de questions idiotes. Il faut poser les questions, si tu te les poses, c'est que peut-être d'autres personnes se les posent. Donc il faut les poser, pour essayer d'avoir une réponse, tu vois le genre. Donc j'essaie de mettre un petit peu de maracas et bonne humeur et paillettes, enfin tout ce qu'on veut, parce que tu m'as posé des questions sur un thème qui est un petit peu lourd, qui est un petit peu difficile, puisque c'est sur le thème de l'accompagnement en fin de vie. Donc tu m'as posé toute une série de questions, tu n'es pas la seule, puisqu'il y a d'autres personnes qui m'ont posé aussi des questions là-dessus, donc on va essayer de faire un groupille. Donc, dans un premier temps, tu me demandais, mais pourquoi diable, Elisabeth, c'est mon prénom, Elisabeth, as-tu souhaité accompagner les personnes en fin de vie ? Ben, tout simplement parce que je suis très spontanée. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Boum, je le fais. Voilà. Tu vois, il faut pas aller plus vite que ça. Je me suis aussi rendu compte, ça s'est fait un petit peu naturellement, je te dirais, de manière un petit peu plus sérieuse, Elisabeth, quand même. Disons que comme je fais partie d'une association qui aide justement les personnes qui souffrent des effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie, puisque je suis coupeuse de feu, eh ben, si tu veux, j'étais souvent contactée dans ce cadre-là, donc c'est pas du tout l'hôpital qui donne mes coordonnées ou rien du tout, hein, c'est les gens qui cherchent sur internet, coupeuse de feu Côte d'Armor, boum, Elisabeth, c'est moi. Donc souvent je suis appelée dans ce contexte-là. C'est les malades qui m'appellent directement, ou les familles, pourquoi pas. Et puis, tu sais, ça va vite quand tu es doué dans un domaine en général. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ton nom, il se répond comme une traînée de poudre, et que du coup, là, t'as plein de coups de fil. C'est aussi bête que ça. Et donc, moi, souvent, je vais accompagner ces gens-là quand ils sont dans des traitements de chimio et radiothérapie. Et puis, je pense que il y a plusieurs raisons. Je pense que d'une part, je suis médium. Mon cœur d'activité, c'est la médiumnité. Et à côté, je fais du magnétisme, je suis coupeuse de feu, je fais de la voyance, je suis un petit peu multicarte. Mais je pense que c'est le côté très sympa. Tu vois, Elisabeth, elle est sympa en fait. Elle est sympathique. Donc, quand je vais voir quelqu'un qui est en chimiothérapie ou en radiothérapie, bon, c'est sûr que on peut pas dire c'est la fête, quoi. Ben non, c'est pas la fête, c'est compliqué. Sauf que moi, quand je vais arriver là-dedans, en général, je vais pas forcément parler du cancer. Je vais pas forcément parler des traitements, etc., etc., etc. Je vais faire mon soin, je vais faire le truc, mais je vais prendre beaucoup de temps pour échanger, pour discuter, pour blaguer, pour raconter des bêtises, pour sortir du contexte maladie. Tu vois, même quand je vais à l'hôpital voir des gens qui sont malades, qui sont souffrants, qui sont hospitalisés, qui m'ont appelé, donc c'est pas à l'hôpital, j'insiste, eh ben, c'est pareil, je vais essayer de parler d'autre chose. Je vais pas rester, si tu veux, focalisée sur le truc de « Oh là là, vous avez un cancer ». Non, je veux pas rajouter encore une couche, tu vois, parce que les gens qui sont malades, on leur parle de ça du matin jusqu'au soir. On leur parle des résultats, on leur parle des effets secondaires, on leur parle des prochains examens, enfin, tu vois. Et moi, je me dis, je viens complètement de l'extérieur, je ne fais pas partie ni de la famille, ni du personnel médical, ni du personnel soignant, pour le coup. Donc, moi, j'arrive avec, je dirais, ma bonne humeur, et j'ai envie de parler d'autre chose. Donc, je vais sortir du contexte cancer. Je vais parler, tu vois, en ce moment, c'est la tempête.
Je vais parler, je sais pas moi, de mes enfants, je vais parler, ou je vais demander au monsieur ou à la dame, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, etc. Enfin, tu vois, je vais essayer de m'intéresser à la personne, à l'aspect humain de la personne, pour l'envoyer vers autre chose. Tu vois, parce que comme ça, je me dis, si je reste 1 heure et demie avec elle, eh ben pendant 1 heure et demie, on a parlé complètement d'autre chose. Et moi, je trouve que ça, c'est plus important. Ça lui fait, c'est une fenêtre en fait qui s'ouvre souvent sur l'extérieur. Et les gens me disent, bah ça me fait du bien parce que quand vous venez, j'ai l'impression que je prends un bol d'air frais. Bah, ça me fait du bien, tu vois. Donc souvent les personnes, je les ai accompagnées en chimio, en radiothérapie. J'ai une approche aussi certainement de la mort qui ne me dérange pas, tu vois. Parler de la mort, c'est un sujet qui est encore un peu tabou en France. Donc on va éviter de parler de choses comme ça. Tu vois, c'est assez sombre. Dire, c'est pas le truc que tu en parles à Noël en plein milieu entre le foie gras et les huîtres, quoi. Tu vas pas dire, tiens, au fait, toi, tu prévois quoi? T'es incinéré? T'as acheté une place? Comment ça se fait? Quelle musique à l'église? Enfin, tu vois, on parle pas de ça. C'est vachement tabou, la mort en France. Et quand tu es médium, les gens savent que tu as une approche du coup de la mort qui est différente. Hein, c'est pas la même chose. Donc du coup, ils vont se lâcher, entre guillemets. Ils vont te parler de choses que peut-être ils n'ont pas parlé à leur entourage parce qu'ils avaient peur de les choquer ou peur de dire une bêtise et que ça provoque un drame. Donc ça s'est fait très naturellement. Et puis j'ai eu des gens comme ça que j'avais suivis qui m'ont ensuite appelé, ou la famille m'a appelé en me disant, voilà, là il va pas bien, il est en fin de vie. Il y a des gens qui sont des fois rassurés de savoir que je suis médium et que je peux éventuellement les aider, etc., dans ces derniers instants. Donc, moi, je me dis, si c'est mis sur mon chemin, c'est peut-être que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Donc, je l'ai fait et je prends... Je vais pas dire que je prends du plaisir parce que c'est un peu bizarre, mais je me sens utile. Je me sens utile quand je suis là. Donc, je continue à le faire. Le jour où je serai plus... où je me sentirais inutile, où c'est trop difficile émotionnellement, où ça me chamboule trop à l'intérieur, j'arrêterai, je ferai autre chose, c'est tout. Tu sais, je suis très spontanée, Christelle, tu me connais. Tu sais comment je suis. J'ai envie, je fais. J'ai pas envie, je fais pas. Toujours la même, je dirais, logique. Je suis quelqu'un de très logique. En deuxième question, tu me disais qui fait appel à toi, en général. Donc c'est les malades ou alors c'est la famille, pourquoi pas. Ensuite, tu me disais, sans curiosité malsaine, comment abordes-tu la mort avec les personnes en fin de vie? Écoute, je crois que je viens de te répondre. Très simplement, il faut pas... Je veux pas que ce soit je veux pas en faire un sujet banal, mais il faut pas en faire un tabou. Tu vois, en parler tout le temps, c'est pas bon, parce que ça sert à rien. Mais ne pas en parler, c'est débile aussi. Il y a énormément de gens qui sont un jour confrontés à la mort dans une famille, et on est tous en train de se dire, mais au fait... quelqu'un voulait ce qu'il savait, on fait quoi du coup du corps? On l'enterre, on le brûle, on fait quoi? Il y a plein de gens qui ne parlent pas de ça et c'est dommage. Sans en faire des caisses, mais je trouve qu'il faut pouvoir parler de ce sujet et justement de dédramatiser. Moi souvent je dédramatise, je fais des blagues, je tourne ça un petit peu à l'humour, encore une fois, pour essayer d'en parler très simplement. Ensuite, question très importante, tu me disais comment gères-tu tes émotions avant, pendant et après? Un accompagnement en fin de vie, bien sûr. Humour. Donc ça, c'est un petit peu comme quand tu es... je pense, en tout cas, j'ai l'impression que ça peut être sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'une personne qui va être, par exemple, aide-soignante ou infirmière ou médecin, pourquoi pas, quand tu vas avoir des cas qui vont te rappeler ta propre expérience ou ta propre vie, tu vas pas le prendre de la même façon. Tu vois, si je suis confrontée à un cas qui me rappelle, je sais pas, une personne de mon entourage, mes enfants, mon mari, mes sœurs, etc., eh ben, ça va pas être la même chose. Donc, je vais avoir vraiment un travail à faire en me disant non, mais stop, Elisabeth, tu rentres pas trop en fait dans le vif, quoi. Tu prends une distance très très vite parce que sinon, effectivement, t'es impacté. De toute façon, t'es impacté à chaque fois. À chaque fois que tu fais un accompagnement, tu vas être impacté. Comme les infirmières ou comme les aides-soignants qui travaillent en soins palliatifs, quand il y a un patient qui part, c'est toujours terrible. Tu vois, genre. Donc, je pense qu'avant, je me prépare en me disant, je sais pas trop ce que je vais voir aujourd'hui. Parce que des fois,
c'est pas toujours super, hein, la fin de vie. Donc pendant, bah écoute, je donne le maximum et je réfléchis pas trop en fait, hein. J'essaie de faire au mieux, toujours, je fais de mon mieux, j'essaye en tout cas. Et après, ben, je suis très discrète quand c'est comme ça. C'est-à-dire que très souvent, quand tu fais un accompagnement comme ça, tu vas voir la personne, tu lui tiens la main, tu lui parles, tu es tendre, tu es douce, tu essaies de la rassurer, même si tu penses que la personne, elle peut être sédatée, par exemple, et du coup, elle n'entend pas. Enfin, les gens pensent qu'ils n'entendent pas, moi, je suis persuadée qu'ils entendent. Donc, il y a tout un travail comme ça. Ça m'est arrivé de faire de la lecture. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de faire de la lecture. J'avais une personne comme ça qui était fan de littérature et elle ne pouvait plus lire à la fin parce qu'elle n'avait plus la vision comme il fallait. Et du coup, j'ai été pendant 2h30 au pied de son lit à lire un bouquin. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être beaucoup de massages. Ça, c'est la thérapie par le toucher, quoi. Le toucher la main, toucher la joue, dire des choses positives, et puis faire un peu de magnétisme si on sent qu'il y a des petites, il y a des nœuds en fait. Souvent, il y a des nœuds comme ça. Enfin, moi, c'est l'information que j'ai. Mais t'as des gens avec qui tu vas rester 10 minutes, t'as des gens avec qui tu vas rester 2h30. C'est ça qui est complètement... qui est pas prévisible, en fait. Là, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer, comment. T'es juste présente, en fait. Et je pense que déjà, d'être présent, c'est déjà pas mal. Parce que même si tu te mets toujours... Enfin, moi, je me mets toujours volontairement à l'écart de la famille. J'entame pas une conversation si on m'adresse pas la parole. Je suis très discrète. Et puis, quand je m'en vais, en général, je trouve un proche, je pense que je vais y aller maintenant. On me dit oui, ok. Enfin voilà, mais je pense qu'il faut être très discret. Il faut pas être intrusif. Il faut le faire parce qu'on le fait avec le cœur, sinon on le fait pas. Voilà. Et se protéger, ben écoute, moi je me protège beaucoup avec la lithothérapie. Les pierres qui sont de couleur bleue agissent en principe sur l'émotionnel comme le lapis lazuli. Et c'est cette pierre que j'utilise en tout cas quand je fais mes accompagnements, comme on dit. Ensuite, il m'a demandé est-ce que tu restes en contact, même éphémère, avec la personne disparue et la famille. Ben non, je peux pas, parce que sinon, t'imagines si je devais rester en contact avec toutes les personnes que j'ai croisées. Ça ferait beaucoup trop de monde. Mais j'ai des petites cartes de temps en temps, j'ai des petits mots, j'ai des remerciements, j'ai des mails, j'ai des SMS, des choses comme ça. En fait, moi, je vais pas, comme je suis très discrète, je vais pas aller rentrer dans la famille, tu vois. Je vais pas chercher à continuer à entretenir un lien. Pas du tout, parce que au final, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu croises quelqu'un dans ta vie et puis après, chacun prend son chemin. Là, il y a pas longtemps, j'ai croisé une dame que j'ai vue pendant sa radiothérapie. Elle va mieux, elle est en rémission, etc. On s'est croisés, on était très contentes de se croiser, mais elle a continué sa vie, j'ai continué la mienne et tout va bien, tu vois. Tu peux pas... je pense que tu es dans la vie des gens de manière très ponctuelle et après, ben voilà, on continue tous notre chemin. Et très souvent, par contre, les personnes que j'ai accompagnées dans le deuil, malheureusement, j'ai des petits messages après. Une personne qui vient à décéder, j'entends. Hein. C'est-à-dire qu'une personne que j'ai accompagnée en fin de vie, elle décède. Et souvent, dans les prochains jours ou dans les prochains mois, j'ai un petit truc, j'ai un petit clin d'œil, j'ai un petit mot comme ça. Il y a même des fois des gens, alors ça m'a bluffé, une fois ou deux, c'est arrivé. J'ai des gens que j'ai eus en consultation, ça pouvait être en médiumnité, en voyance, en guidance, en n'importe quoi. Et accident de la vie, c'est arrivé 2 fois, en l'occurrence. J'ai une personne qui m'avait fait une consultation de voyance et quand j'avais fait sa voyance, je disais mais après cette date-là, j'ai rien, je comprends pas. Enfin, après cette période-là, j'ai rien. J'avais pas forcément saisi ce qu'on était en train de me dire sur le moment de la voyance. Et en fait, cette femme, elle a fait une sorte d'AVC ou quelque chose comme ça et du coup, elle est décédée chez elle. Et j'ai appris ça un peu par hasard. Enfin, c'est une histoire un peu rocambolesque. Si je vous la raconte, vous allez me dire ouais, mais attends, Elisabeth, tu te fous de nous. Je vous jure que c'est vrai. Bref. Et j'ai rien eu en fait de. Je me disais mais pourquoi elle vient pas me voir ? Pourquoi elle est pas venue me voir ? Parce que je suis médium, j'avais fait une consultation avec elle. Peut-être qu'elle aurait pu venir me voir après. Et en fin de compte, elle a mis plus de 8 mois à venir me voir. Et un jour comme ça, au pied de mon lit. Salut Elisabeth. Ah tiens. Donc tu vois, des fois, tu as des petits trucs comme ça, longtemps après. Ensuite, tu me disais, faut-il que ces personnes croient en l'au-delà pour ton intervention ?
Non, chacun croit en ce qu'il veut, en fait, moi ça me dérange pas. Mais j'ai vraiment aucun problème avec ça, hein. C'est comment je te dirais ça? Très souvent, les gens me disent: «Ah ouais, mais moi» ah non, non, mais il y a pas de souci, vous avez le droit de croire en tout ce que vous voulez, moi ça va pas me changer la vie. Je suis sincère, hein, quand je dis ça. Même des fois, des gens qui m'envoient des mails en me disant: «Ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais moi j'y crois pas». Bah OK, bah n'y crois pas, ça me dérange pas. Donc bah écoute, si elle n'y croit pas, ben elles y croient pas. Après, ça serait dommage de m'appeler pour couper le feu si jamais on croit pas au coupeur de feu, tu vois? Moi, quelque chose que je vais pas y croire, je vais pas appeler. Donc en principe, si les gens m'appellent, c'est qu'il y a déjà une certaine ouverture, quoi. Et puis je te dirais qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui me trouvent sur YouTube, qui me regardent sur YouTube. Donc ils ont déjà un aperçu en fait de la personne que je suis, de ce que je fais, de ma manière de faire, de mon caractère, etc. Et ça, c'est très bien. Je préfère d'ailleurs quand les gens m'ont vu déjà sur Internet et qui me connaissent, plutôt que quelqu'un qui lui donnerait mon numéro ou qui dirait tiens, t'as qu'à l'appeler. Et là, la nana, elle sait pas qui je suis, quoi. Elle ne m'a jamais vue, ni d'Adam, ni d'Ève. Et là, quand tu connais pas et que tu débarques dans mon bureau, effectivement, ça peut surprendre. Donc voilà, je préfère que les gens aient une ouverture et que si je suis là, c'est parce qu'il y a une vraie raison. Plutôt que, bah tiens, t'as qu'à l'appeler, tu verras, elle est bien. Et puis si vous faites ça, prévenez les gens, quoi. Dites-leur, tu verras, elle est un peu particulière, mais elle est gentille. Elle est gentille. Par contre, si elle a envie de te dire merde, elle va te le dire, il n'y a pas de souci, et puis elle va pas prendre de détour, parce que c'est pas son style. Tu vois? Je vais juste faire une parenthèse sur un message que j'ai eu avec Florine, mon petit koala, que toi aussi tu es venu me voir à Brocéliande, et que toi aussi on s'est vu cet été. Tu m'as posé une question. D'abord, tu m'avais demandé quelle est ta couleur préférée. Et là, je vais te faire un retour de caméra, Florine, et j'ai envie de te dire un truc. Si tu observes un tout petit peu mon décor, tu dois te rendre compte qu'il y a une couleur qui revient très souvent. J'aime beaucoup le violet. J'aime beaucoup le noir et le blanc. Et je m'habille souvent en noir et blanc, d'ailleurs. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et ensuite, tu me demandais, concernant la sédation en fin de vie, donc effectivement, quand on est... alors Florine, tu travailles en palliatif et c'est pour ça que tu me poses cette question. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a souvent la sédation qui est proposée au patient, ou le patient demande carrément la sédation pour l'accompagner de manière thérapeutique dans ses derniers instants et pour soulager les douleurs, le stress, les angoisses, etc. Donc il y a des personnes qui vont dire, oui mais attends Elisabeth, c'est un petit peu le suicide assisté, mais non, c'est un protocole thérapeutique. Et toi, ta question, justement, Florine, c'était si on parle de la sédation en fin de vie, est-ce que ça peut être considéré de l'autre côté, hein, pas sur Terre, quoique les deux, pourquoi pas, mais est-ce que ça peut être considéré comme étant un suicide? Et moi, je peux pas te dire oui. Moi, pour moi, si une personne arrive en fin de vie et que, justement, on lui propose une sédation ou que le patient demande une sédation, pour moi, c'est un accompagnement thérapeutique, ce n'est pas un suicide. Et de l'autre côté, ce n'est pas perçu comme étant un suicide. Et tu sais, je vais te dire une chose, c'est que en général, une personne qui a beaucoup souffert, qui a été vraiment malmenée par la maladie, les traitements, etc., quand elle arrive de l'autre côté, elle est complètement soulagée. Alors l'âme, effectivement, est extrêmement épuisée, puisqu'en général, c'est très, très... comment je te dirais, c'est timide, quoi. C'est vraiment... Il y a plus beaucoup d'énergie, quoi. Quand une personne arrive comme ça en fin de vie après un cancer, c'est terrible. Et on a l'impression que l'âme est complètement vide d'énergie. Et c'est presque une toute petite flamme de bougie qui apparaît à peine et perceptible. Et il y a un grand soulagement. La personne, elle est soulagée. Et ça, il faut le savoir. Et je pense que c'est aussi très intéressant de parler de ce soulagement-là lorsque l'âme est arrivée épuisée par les traitements, par la maladie, par tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, je trouve que même si c'est les nôtres, parce que ça nous fera toujours souffrir de voir les nôtres partir, et c'est bien normal, mais quand une personne s'est battue contre la maladie et qu'elle a perdu, je pense qu'à un moment donné, réussir à la laisser partir, c'est aussi tout un travail. Mais franchement, moi je trouve, j'ai laissé partir ma mère, elle était complètement affaiblie, il n'y avait plus rien, quoi. J'avais l'impression que c'était même plus elle dans son lit. Donc il faut vraiment leur envoyer beaucoup d'amour, etc. après pour qu'ils puissent remonter, se recharger en énergie. Ça, c'est tout un protocole aussi pour le coup. Et d'ailleurs, demain,
On parlera des signes de nos défunts, parce que c'est aussi une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises, et j'essaierai de répondre à vos questions concernant cela, et de vous donner surtout des petites, je dirais des petites astuces pour réussir à détecter et à comprendre surtout la présence de vos défunts. Voilà, je vous remercie toutes les deux, en tout cas Christelle et Florine, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!